Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Dernière production de la semaine, donc voici la titraille. Un engin explosif ôte la vie à un enfant de 7 ans à Kumba, dans la région du nord-ouest Cameroun. L'enfant a rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital. Les détails dans le 19h50. La série sur les coupures d'électricité au Cameroun se poursuit. La ville de Fou sous les projecteurs ce soir, couplée avec la ville de Tchan, où les étudiants et opérateurs économiques sont dans les ténèbres. Et en santé, la montée du coronavirus inquiète. 17 morts enregistrés cette semaine au Cameroun. Les autorités durcissent les mesures à l'ordre du jour et l'ordre des médecins invite les populations à être prêtes pour accepter la vaccination. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a son nouveau Premier ministre Patrick Hachi, ancien secrétaire général de la présidence. Il assurait déjà l'intérim après la mort de Hambak le 10 mars dernier. Merci de nous faire confiance et de nous suivre également sur la page Facebook de Canal 2 International. Encore une scène d'horreur au quartier Kosala à Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. Un enfant de 7 ans y a trouvé la mort suite à un engin explosif. Toutes les dispositions prises pour sauver la victime n'ont pas abouti, décédé en chemin sur la route de l'hôpital. Les détails avec Inès Daniel Ondouambala. Des images insoutenables. C'est le récit de l'incident survenu au quartier Kosala à Kumba. Un engin explosif éclate entre les mains d'une fillette de 7 ans et lui arrache la vie. C'est ici que tout a commencé. Un cache d'engin explosif improvisé dissimulé sur des papins a été agité par Ngoum Angel, âgé de 7 ans. La bombe artisanale explose alors que la petite fille, dans ce coin isolé, s'activait à casser sa noix de coco. J'ai entendu un grand bruit de déflagration. J'ai en premier pensé qu'il s'agissait de ma bouteille de gaz à la maison. Puis en apercevant une montée de fumée, je me suis rendu compte que c'était à l'extérieur. J'ai vu la petite fille s'écrouler et elle était complètement amouchée. Je n'ai même pas eu le temps de porter mon pantalon qu'il a fallu que je coure avec son corps vers l'hôpital. Sur le carreau, les mains de la victime sont broyées. Elle est conduite à l'hôpital annexe de Mayemen. Le préfet de la Mémé, Chamberlain Twondong, au chevet de la victime, rassure les membres de sa famille de la détermination des forces de défense et de sécurité de traquer jusqu'au dernier retranchement les auteurs de cet acte. J'étais affecté, il y a quelques minutes encore, une jeune fille de 7 ans, une enfant de 7 ans, est allée jouer à côté de la maison pour passer les noix. Alors, sans qu'il faut savoir que là où est cassé les noix, il y avait une bombe implantée quelque part à l'intérieur du quartier, que ça et la bombe s'est explosée. La jeune fille a eu ses 2 bras totalement amputés. Je suis à l'hôpital pour venir voir l'état de cette fille, essayer de prendre la tâche avec la famille et voir comment est-ce qu'on peut faire pour aider, n'est-ce pas, surveiller ses parents totalement affectés. Ce qui est réel, c'est que nous allons nous battre pour rattraper ceux qui ont déposé cette bombe et continuer à nous battre pour la circulation de nos populations. L'état critique de la petite Ngoum lui impose une évacuation sanitaire. Elle rend l'âme alors qu'elle était en train d'être transférée à l'hôpital baptiste de Moutenguene pour des soins intensifs. Poursuivons avec notre série ouverte en début de semaine sur les coupures d'électricité dans les régions du Cameroun et en Fou, localité située à 30 km de Yaoundé, la capitale. Les interruptions d'énergie atteignent leur pic. La ville, plongée dans le noir, ressemble aux ténèbres. Des dégâts matériels jamais réparés de ce côté-là. Voyons cela avec Moïse Djebé et Samuel Baïha. La série noire des coupures d'électricité au Cameroun. Le dénouement attendit le
La série noire des coupures d'électricité au Cameroun. Le dénouement attend-il le cancer de l'émergence à l'horizon 2035? Les habitants de l'arrondissement de Fou sont dans la tourmente. Les ténèbres ont envahi la cité. Comme c'est parti dernièrement, on a fait pratiquement 16 jours sans courant. Imaginez-vous si tu as eu à charger les congélateurs. C'est comme ça que le capital est en train de partir. Les dégâts matériels multiples, causés par le retour brusque du courant électrique, ne sont guère réparés. À la hauteur du préjudice, un temps justifié. Il y a l'épineux problème de l'énergie électrique. Dieu merci, vous le vivez en direct. Depuis votre arrivée ici, vous le vivez vous-même au quotidien. Le chef-lieu du très prestigieux département de la Meufouafama ne peut pas continuer de vivre encore longtemps dans l'obscurité. Reste un problème de santé, je ne sais même pas comment appeler ça, un problème social au niveau du Fou. Il ne date pas d'hier, il date des années. Nous avons toujours eu à courir après Inéo, mais il s'avère que la ligne qui alimente la ville de Fou n'est pas celle-là qui puisse contenir les besoins en électricité. À 30 km de Yaoundé, la ville de Fou est dominée par un blackout. La réponse imminente des pouvoirs publics va-t-elle enfin briser le silence de l'entreprise Eneyo? Dans la région de l'Ouest Cameroun, à Tchang précisément, ville estudiantine et économique aussi, les choses ne sont pas aisées avec les coupures d'électricité qui le plus souvent partent sans dire au revoir. Et les travaux d'étudiants sont des fois bâclés ou alors certains sont obligés d'aller chercher à connecter leurs appareils dans les localités voisines, elles aussi pas du tout épargnées. Éric Matané nous en dit plus dans ce reportage. Les activités tournent au ralenti. Difficile d'exercer sans toutefois être interrompu par les coupures intempestives de lumière. Depuis plusieurs mois, la ville universitaire de Tchang est le théâtre de plusieurs coupures. Franchement, avec les coupures de Tchang, là, ça énerve vraiment. Le matin, on coupe. À midi, on coupe. Le soir, on dort même sans lumière. On est en train de parler pour la lumière. À chaque temps, on ne peut plus travailler. À chaque fois, on va travailler, on coupe la lumière. C'est une situation que vivent plusieurs personnes exerçant dans bon nombre d'activités. Il est difficile même pour les élèves et étudiants de pouvoir réviser leurs leçons, car la société de distribution en énergie électrique dicte sa loi dans la ville dite universitaire et touristique, dont les activités sombrent chaque jour pour défaut de lumière. Alors qu'en journée, il pouvait bien couper et peut-être même le soir, il laisse la lumière pour que nous on puisse étudier. Mais même parfois, même quand tu te lèves même à 3 heures ou même 4 heures comme ça pour étudier, il n'y a pas toute la lumière. Je préférerais encore qu'on remette cette agence à l'ancien, à la Sonnelle. Eneyo et Nef. Beaucoup de gens sont dans les pertes. Bon, on ne sait plus quoi dire. Ça retombe sur nous. Tous les secteurs sont perturbés, ayant ainsi un impact négatif sur l'économie. C'est tout le monde qui se plaint. Cette situation devient insupportable, contraignant ainsi les plus nantis à faire recours vers les groupes électrogènes qui sont d'être en activité, mais cela a un coût, le carburant. L'une de telles installations des panneaux solaires dans la ville de Tchang, elle sombrait dans le noir. Et les coupures de lumière exposent à un bal de moustiques et parfois à la chaleur. Pas du tout facile à supporter. Et en santé, la courbe de coronavirus va toujours croissante au Cameroun. Le nombre de cas positifs enregistrés cette semaine donne des sueurs froides, même si les Camerounais parviennent à vaincre la pandémie. Malheureusement, il y en a qui en meurent. 77 décès enregistrés cette semaine des suites de coronavirus au Cameroun. Le point avec Karen Mesatiatoya. Procédons par soustraction des données enregistrées cette semaine à celles notifiées la semaine dernière pour avoir les chiffres à date. L'opération démarre avec les cas positifs. 53 225 moins 47 669 nous donne 5 556 nouveaux cas. La suite, c'est avec le nombre de patients Covid-19 qui ont vaincu la maladie. 47 374 moins 38 820 affiche dans la case des résultats 8 554 cas guéris. Malheureusement, il y en a qui ont succombé au coronavirus.
798 moins 721. Et voici le nombre de morts cette semaine qui s'achève. 77. Dans ce tableau plutôt sombre, le taux de guérison connaît une légère hausse de 8%, soit 89% cette semaine et 81% la semaine dernière. Le taux de létalité est passé de 1,5% la semaine passée à 1,4% cette semaine, une baisse de 0,1%. La situation épidémiologique ainsi présentée nous interpelle tous au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Une mobilisation générale est d'ailleurs de mise en ce moment pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'ennemi commun, coronavirus. Et la courbe de contamination qui monte encore et encore au Cameroun inquiète le personnel médical. L'Ordre national des médecins a sonné l'alerte et invite les populations non seulement à respecter les mesures barrières, mais surtout encourager à se faire vacciner le moment venu. Les précisions dans cet élément signé Alain Ghislain Kanga et Constant Kapga. Face à l'indifférence des populations aux mesures barrières qui favorisent l'accélération et la transmission du virus, l'Ordre national des médecins monte au créneau en invitant les populations à se vacciner. Pour la première fois qu'on essaie de repartir, qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans la maladie, on ne va pas donc nous faire fuir cette vaccination. Il faut une immunité à notre population. Nous devons vacciner les soldats qui sont au front, vacciner les personnes à comorbidité pour réduire et atténuer la maladie. Les médecins ont passé la commande d'1 millier de vaccins en Suisse pour appuyer le gouvernement. Il est question d'éviter le pire face à ce qu'ils qualifient de comportement irresponsable des populations. Je vous assure, c'est extrêmement pénible. Vous avez des gens dans des salles, vous êtes démunis. Vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait, venez tôt à l'hôpital. Tôt, on sait maintenant avec les autopsies quelle est la pathogénie, la pathogénèse, la pathologie que nous avons devant nous. Voilà comment ces virus tuent. Le personnel médical se dit au bord de la démoralisation face au nombre de cas de contamination qui s'accroît au quotidien. Et des mesures administratives qui s'enchaînent pour contrecarrer la pandémie après le communiqué du gouverneur de la région du centre relatif à l'interdiction des événements à caractère festif. Nasri Paul-Béa revient ce soir sur l'esprit et l'étendue de cet acte qui est justifié par la propagation du coronavirus. Je vous propose de l'écouter au micro de Arnaud Gueffak et de Michel Foucault. Les Camerounais ne peuvent pas être en train de lutter contre le coronavirus et on est en train de faire les festins. Ça veut dire qu'une cérémonie, des danses, des balles à terre, des collets, ainsi de suite, au nom des concerts. On ne peut pas autoriser les cérémonies qui dépassent 50 personnes. Et s'il y a plus de 50 personnes, est-ce que ces 50 personnes respectent la distanciation physique? Est-ce que ces 50 personnes portent les masques? Nous avons dit oui. Ils peuvent porter les masques. Mais vous comprenez avec moi que bien quand ils portent les masques, dès qu'il y a l'ambiance, tous les masques vont tomber. Et on ne peut pas avoir une cérémonie où on est en train de manger, on est en train de boire, on est en train de faroter, on parle de distanciation sociale. Donc toutes ces cérémonies, on a suspendu. Parce que nous avons vu la courbe qui était toujours ascendante. Donc on ne peut pas laisser des Camerounais, nous tous, on aime les fêtes, mais comprenez qu'il y a un moment où tout. Si c'est dans l'église, par exemple, 50 personnes dans une église, tout le monde est assis. Le prêtre ou bien le pasteur, il est là seul. Ça, c'est différent. Si c'est dans une réunion, les gens sont assis, tout ça. Les fêtes après le baptême peuvent être limitées à la famille. Les enterrements, on peut faire des réunions, comme j'ai dit. Mais moi, je ne peux pas admettre qu'il y a les danses dans cette condition. Donc même les gens qui font les cabarets là sont aussi hors course. Parce que dès que la police ou la gendarmerie vient, on doit les arrêter.
Et il n'y aura pas de danse, encore moins de farotage ce soir à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, car une note du sous-préfet de Yaoundé 2 vient d'interdire la tenue du concert de célébration des 50 ans de carrière de l'artiste Nkoti François. La déclaration, selon la note du sous-préfet de Yaoundé 2, l'événement n'a pas été déclaré. Et ici à Douala également sont annulés 2 événements d'humour, celui de Fingon Tralala et de l'humoriste Senior Pasto qui devait se tenir ce soir. Nous y reviendrons. Et avec cette situation actuelle du coronavirus, les autorités réagissent avec des décisions drastiques. Dans le centre, le gouverneur a interdit les manifestations à caractère festif. S'achemine-t-on vers une sorte de couvre-feu? Élément de réponse dans ce reportage d'Alain Ghislain Kanga, Constant Kamga et Michel Foucault. Tout est parti de la sortie du Premier ministre qui rappelait la nécessité de respecter scrupuleusement les restrictions du gouvernement en mettant l'accent sur les sanctions à l'endroit des réfractaires. Dans la région du centre, le gouverneur n'a pas tardé à agir. Suite à la recrudescence de la Covid-19 et au nombre élevé des décès depuis peu, les manifestations à caractère festif sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans la région du centre. Décision appliqué de suite par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, qui interdit le concert de l'artiste Petit Pays, prévu le 26 mars. L'Ordre national des médecins, lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Yaoundé, espère mieux de l'État. Aux autorités de revenir peut-être aux mesures de l'année dernière, à savoir même la fermeture des bars. Fermeture des bars et des cabarets, on n'en est pas encore là. Mais les heures de fermeture doivent être respectées. Les boîtes de nuit, les snacks et les bars ne sont pas fermés. Mais ils doivent respecter les heures de fermeture. 1. Deuxième chose, on ne doit pas, les bars, ce n'est pas pour danser. Je vois les gens dire bar dancing. Bar dancing, ça ne doit pas exister. Les bars, c'est les bars. On boit là-bas et on est assis. On respecte la distanciation. Chacun boit sa bière. La mesure s'étend également dans les églises. D'ailleurs, dans les églises, il faut porter les masques. Il faut se laver les mains et que un mètre soit respecté. Comme ça, ça va aller. Le respect des restrictions du gouvernement est donc une obligation pour éviter une forte propagation du virus, à défaut de passer à une étape supérieure. Dans la région de l'Ouest Cameroun, le maire de Foumban dénonce la filouterie dans la perception des taxes communales dans le marché A. Depuis des semaines, des personnes non identifiées perçoivent de l'argent au nom de la mairie. Dans un communiqué signé Patricia Damjoya, elle accuse les commerçants d'être complices de cet état de choses, car reversant de l'argent aux inconnus. Lil Piejou et Njoya Nourdine reviennent sur cette affaire qui secoue la Cité des Arts. Marché de Foumban dans la région de l'Ouest. Les commerçants sont mal à l'aise depuis des mois. Des individus perçoivent des taxes à l'insu de la mairie de la ville, soit une perte estimée à près de 400 000 francs CFA les jours consacrés au grand marché. C'est regrettable que ça ne soit à Foumban que ce genre de pratiques se fassent. Madame le maire souffre. Elle est en train de travailler partout ici. Elle engage des travaux partis et puis elle a besoin de moyens. Et puis les taxes qu'elle devait percevoir au marché, les tickets de marché, les impôts libératoires, elle ne perçoit pas. Les loyers de stamp, elle ne perçoit pas. Et puis ces loyers, ces différentes taxes sont reçus par certains individus. Et ces individus déclarent que c'est le palais qui les envoie, qui sont de la garde royale. Après plusieurs plaintes, certains d'entre eux ont été interpellés puis conduits au commissariat. Le Cameroun, c'est un pays de droit. Et les taxes, en ce qui concerne les taxes dans le marché, seule la commune a le droit de percevoir ces taxes-là. Toute personne qui s'hasarde à faire cela est contre la loi. Alors la loi sera appliquée à ceux qui font le désordre. Pourtant, dans un communiqué signé du maire, Patricia Tomaino Damjoya précise plutôt que ces commerçants sont complices de cette filouterie
escroquerie, arnaque et perception frauduleuse des taxes et droits sur le marché organisé par le chef de bloc du quartier de Manka. Elle accuse ses commerçants de reverser de l'argent à ces personnes qui ne relèvent pas des services de la mairie. Le même communiqué indique que les individus interpellés ont déclaré au commissariat qu'ils sont envoyés par le palais à qui appartient le marché de Fumbane jusqu'à la mission catholique. Rendu sur le terrain pour mieux comprendre ce qu'il en est, le chef de bloc du quartier Manka, indexé dans ce communiqué du maire, n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. En off, il clame son innocence. Une situation qui vient en rajouter sur le climat déjà tendu dans cette partie du pays depuis des mois, après les différends qui opposent la mairie au préfet et au palais. Une enquête est en cours. À suivre. En début de semaine, la sphère politique a perdu un grand homme dans le développement des communes. Paul-Éric Kingé avait été reçu de son vivant le 20 novembre 2020 par l'île Piéjou dans le cadre du programme L'invité de la semaine. Nous lui rendons un hommage spécial ce soir en vous proposant quelques temps forts de cet entretien à titre posthume. Regardez. Bonsoir. L'invité de la semaine, Paul-Éric Kingé, c'est le maire de la commune de Njombe-Pendja, dans le département du Mungo, région du littoral. Par ailleurs, vice-président de l'association des communes et villes unies du Cameroun. Paul-Éric Kingé, bonsoir. Oui, bonsoir. Il faut qu'on cesse de se moquer des maires et des Camerounais. En fait, les maires sont porteurs d'espoir pour les populations. Les maires ne sont pas les adversaires de l'État ni du gouvernement. Les maires sont là parce qu'elles portent une légitimité qui leur a été confiée par les populations, leurs différentes populations. Mais vous ne pouvez pas comprendre qu'une commune sorte par exemple 10 millions pour maturer les projets. La commune de Pendja par exemple, je prends le cas de ma commune, j'ai maturé 50 projets. Et mes 50 projets tournaient pratiquement autour de 4 milliards. Parce que je veux changer ma localité de long en large. Mais vous savez ce qui a été envoyé à la commune de Pendja? 250 millions. Qui représente à peine 1,1% des 15% attendus. Même en 2021, la décentralisation continue à devenir aussi lointaine. Mais vous faites bien de parler de décentralisation. Comment est-ce que votre équipe entend peser sur cette dernière phase-là de décentralisation avec la mise en place des régions qui s'annoncent là? Oui, nous allons, comme je l'ai dit, d'ailleurs une correspondance a déjà été initiée par le bureau de CVUC pour informer la très haute hiérarchie de l'État et que les maires sont très mécontents. Nous sommes mécontents. Tous les maires sont mécontents. Je dis que les maires sont tellement mécontents qu'il n'est pas exclu qu'un matin, on nous voit devant le Premier ministre. On ne souhaite pas, parce qu'il y a tellement de colère. Donc pas y arriver parce que nous sommes des maires responsables. Mais nous souhaitons que la République comprenne qu'il faut... Nous comprenons. Ça, croyez-moi, nous comprenons que l'État peut avoir des difficultés financières en ce moment. Nous sommes même, nous compatissons. Vous comprenez? Mais tout ce que nous demandons, c'est le dialogue. Quand il y a des difficultés, qu'on appelle les maires, tout au moins à travers leur instance fêtière qui est les CVUC, pour leur dire, écoutez, nous sommes à tel niveau de difficulté. Mais vous ne pouvez pas demander aux maires de maturer les projets, ils finissent de maturer les projets, et puis vous leur envoyez des bribes. Loum a eu 180 millions. Mbanga a eu 150 millions, 175 millions. Bonalea a eu 150 millions ou 175 millions. Mais ça, c'est de la moquerie. On va vous dire que le pays est en crise. Fait avec 150 millions. On va vous dire, monsieur le maire, monsieur le vice-président, que le pays est en crise. Si le pays est en crise, qu'on laisse donc les maires créer les moyens propres pour développer leur localité. Ça veut dire qu'il faut que les décrets d'application portant par exemple sur les carrières et la libération des forêts et autres là soient signés pour permettre aux maires de dire « Ok, si Yaoundé ne peut pas nous envoyer de l'argent, nous on crée de l'argent sur place. » Si moi, mes carrières sont libérées, je n'ai pas besoin de l'argent de Yaoundé. Vous comprenez? Si mes carrières sont libérées, je n'ai pas besoin de l'argent de Yaoundé. Mais que très vite, ce décret soit signé
et qu'on permette que finalement les communes jouissent de leurs ressources naturelles. Tout ce que je demande à l'État du Cameroun, moi, en tant que maire, pas en tant que vice-président de CVUC, c'est qu'il faut que l'État apprenne à être sincère, qu'on ne prenne pas des gens pour des fous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où la volonté du président de la République a été de donner la décentralisation, qu'on la donne effectivement. Je vais vous prendre un exemple banal, à condition bien évidemment que vous ne me coupiez pas. Voilà. Donc, l'exemple que je veux vous donner, c'est que j'ai écrit à une entreprise qui exploite la pouzelane dans ma localité ces jours-ci, pour leur dire, vous n'avez aucun papier qui vous donne le droit d'exploiter la pouzelane dans ma localité. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le ministre des Mines, alors même que nous sommes en pleine décentralisation, a signé une autorisation à cette entreprise pour couvrir ce vide que je dénonçais. Alors, ce qui va donc se passer, c'est quoi? Il faut que les Camerounais le sachent. C'est que dès lundi, je vais ester le ministre des Mines au tribunal, chez le juge administratif, pour que son acte qu'il vient de prendre soit annulé. Parce que l'article 18 de la fameuse loi portant décentralisation au Cameroun est suffisamment clair pour dire que les compétences qui sont transférées par l'État sont exclusivement exercées par Paul-Éric Kingé, combattant pour l'implémentation de la décentralisation au Cameroun, décédé. Vous aurez l'intégralité de cet entretien demain sur Canal 2 International lorsqu'il sera 13h. Et on poursuit l'information avec le Cameroun qui veut désormais former ses soldats en Turquie. C'est le bien fondé de 2 des 3 textes de loi adoptés ce vendredi à l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une séance plénière où les échanges ont permis de questionner ces textes, dont certaines visent l'amélioration et la formation de nos forces de défense et de sécurité. Delphine Foncoutene, Serge Alain Ziebou pour le compte-rendu. Le Cameroun veut diversifier sa coopération de défense. Les militaires camerounais pourront désormais bénéficier des bourses de formation de longue durée en Turquie. La Turquie, c'est la 2e armée de l'OTAN en termes d'effectifs et d'équipements, après l'armée des États-Unis d'Amérique. Au niveau mondial, la Turquie, c'est la 8e armée. C'est dire que nous avons là l'occasion de traiter avec un pays qui, sur le plan militaire, est une référence mondialement connue. C'est la quintessence du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord cadre militaire entre le Cameroun et la Turquie. Et pour parfaire la formation militaire, le pays souhaite également la mise en application de l'accord de coopération avec la Turquie, adopté le 30 janvier 2018. 2 projets de loi, fruits du voyage du chef de l'État à Ankara. La séance plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale était également l'occasion de questionner le Premier ministre sur l'impact de la gestion des ressources forestières et fauniques sur la vie des riverains. Le Fonds spécial de développement forestier était supposé recevoir une partie des recettes générées par l'exploitation forestière. Si cette disposition était effectivement appliquée, le Fonds spécial de développement forestier devait recevoir en moyenne 8 à 12 milliards de francs CFA chaque année pour financer les activités dans ce sous-secteur. Le 3e texte de loi adopté ce 26 mars à la Chambre basse du Parlement porte prorogation à l'égard de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord des effets de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. Au total, 3 textes de loi adoptés et qui suivront la navette parlementaire avant leur approbation par le chef de l'État. Et sur nos routes, les transporteurs camerounais et tchadiens à couteau tiré sur le quota de chargement du fret. Les nationaux tentent leurs camarades du Tchad de faire dans la double immatriculation des camions afin de piquer dans le quota camerounais qui est de 35%. Ils viennent à propos de mettre sur pied à Ngaoundéré une série de mesures et procédures afin de nationaliser efficacement la quote-part accessible aux Camerounais. Les détails de cette affaire dans ce reportage, signé Eric Nguélé. Le bon de chargement en question, le voici. Un document dont le tarif vient d'être adopté en Ngaoundéré à 15 000 francs CFA et à 25 000 à partir de Douala, qui viendra peut-être régler les différents problèmes rencontrés par les transporteurs sur le corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, notamment le non-respect des quotas de chargement de 65% pour les Tchadiens
et 35% pour les nationaux, et la double immatriculation ou l'immatriculation masquée, dont les transporteurs tchadiens sont indexés. Parfois, ils ont des camions immatriculés camerounais au nom des Camerounais, mais ils ont les certificats de vente par derrière qu'ils exploitent sans payer ni l'impôt au Tchad, ni l'impôt au Cameroun. Mais nous avons décidé qu'aujourd'hui, seuls les transporteurs camerounais doivent transporter dans le quota camerounais. 3 300 000 francs entre Douala et N'Djamena, 50 000 francs de plus entre Douala et Bangui. À partir de Ngaoundéré, les prix planchers sur le corridor varient selon les destinations. Farine, sucre, Ngaoundéré N'Djamena, 1 550 000. Conteneurs et matériel de produits pétroliers, de 0 à 24 tonnes, 1 700 000. Nous sommes vraiment satisfaits de ces prix, nous sommes très contents. C'est passé comment avant? Avant, c'était vraiment impraticable. Avant, à Douala, on payait 4 500 000. Et c'est tombé jusqu'à 2 200 000. Ça ne va pas. Les gens, tout le monde est devenu en faillite. Aussi, un bureau de suivi syndical de chargement a-t-il été installé. On peut dire que le prix du transport, c'est 1 750 000, mais certains transporteurs inconscients se permettent d'aller par derrière prendre 1 500 000 ou 1 400 000. C'est pour ces raisons qu'il faut avoir un comité, un bureau de suivi, autant pour moi, qui pourra éventuellement suivre cela, sanctionner les brebis galeuses. Sur ces dossiers, toutes les organisations socio-professionnelles du secteur des transports camerounais parlent d'une même voix, chose assez rare pour ne pas le souligner. Et une note à l'étranger avant de refermer ce journal. Patrick Hachi confirmé au poste de Premier ministre de la Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général de la présidence avait été nommé Premier ministre par intérim pour remplacer Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. Le nouveau Premier ministre, âgé de 66 ans, aura la mission de poursuivre la réconciliation nationale dans un pays à l'histoire marquée par les violences politiques. Il devra proposer un nouveau gouvernement au chef de l'État dans les brefs délais, selon le décret de sa nomination. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour l'édition du week-end lorsqu'il sera 20h. C'est le week-end justement et si vous prenez la route, soyez prudents. Bon week-end à tous.